Juste aussi pour, puisque voilà, on anime aussi cette réunion-là, pour rebondir quand même quand j'entends dire que les agriculteurs n'étaient pas engagés, ne sont pas volontaires au changement et que ce ne sont que des règles qui les contraignent au changement, je tiens quand même juste à rappeler qu'en 50 ans, on est passé du cheval dans les prairies, enfin dans les champs, à la puce embarquée dans les tracteurs. On est passé quand même à un certain nombre de choses qu'il faut que les évolutions, nous les avons accompagnées. Et si on regarde effectivement l'agriculture d'il y a 50, 60 ans, elle était effectivement belle, mais ne tombons pas dans le panneau de dire qu'elle était tellement belle avant qu'aujourd'hui elle est forcément laide. L'agriculture a su évoluer comme tout le monde. Personne n'est venu aujourd'hui avec un chariot, un tombereau attelé avec des chevaux. Je caricature, mais on a tous aussi cette envie et ce besoin de coller à la réalité de notre société, c'est-à-dire de coller aussi au progrès. Et les paysans n'échappent pas non plus à cette nécessité de progrès, de vivre, on l'espère, peut-être pas comme tout le monde, parce que le métier de paysan, c'est un métier aussi qui a du sens, c'est un métier qui est, je ne dis pas que les autres métiers n'ont pas de sens, mais ce métier-là, c'est un métier qui a du sens, et quand on embrasse la carrière d'agriculteur, je parle au nom des jeunes agriculteurs, c'est parce que ce métier-là aussi, il a quelque chose de différent, il a du sens, il y a un sens alimentaire, il y a un sens aussi quelque part patrimonial. Il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut tenir compte et dire aussi qu'aujourd'hui, un agriculteur sur deux est quand même engagé dans une démarche de transition. Et que cette transition-là, elle est aussi volontaire et elle est bien évidemment corrélée à la nécessité des agriculteurs de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et nous ne sommes pas dans un monde fermé, nous sommes ouverts et nous comprenons les demandes sociétales, sauf que, nous l'avons toujours dit, il y a un moment, la volonté politique est tellement différente de de l'agronomie et de la capacité à produire de nos exploitations qu'il nous faut des temps d'adaptation. Et on en a parlé, ça a été rappelé aussi par, je crois que c'est M. Valence, ou peut-être Stéphane qui parlait de l'augmentation de la population au niveau mondial. C'est face à ce défi, c'est comment allons-nous relever justement le défi face aux attentes environnementales, aux attentes sociétales de tous nos concitoyens, l'artificialisation des sols, l'augmentation des normes de production. C'est quelles solutions aujourd'hui sont envisagées pour répondre à tous ces défis. Et je rajouterai quand même une petite ligne sur le défi climatique. Ça a été rappelé, les agriculteurs sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique, mais quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que l'agriculture soit aussi une solution face au changement climatique et non un problème, malheureusement, comme c'est souvent rappelé. Je rappellerai juste quand même qu'un hectare de prairie, par exemple, c'est 8 tonnes de carbone stockées à l'année. Et quand je parle d'un hectare de prairie, c'est un hectare de prairie qui produit. Ce n'est pas un hectare de prairie qui brûle tous les ans, sur laquelle on a l'interdiction de remettre en culture cette prairie pour qu'elle puisse continuer à produire. Donc voilà, c'est un enjeu auquel il faut répondre, et je vous laisse y répondre. Stéphane Virigny, voilà. C'est ça ? Bien, alors c'est une question vraiment à géométrie énorme. Il faudrait à mon avis 15 minutes à chaque candidat pour y répondre. Moi je vais être dans le fil de ce que j'ai cherché à expliquer ce matin. Dès lors qu'on fait confiance à l'agriculture et aux agriculteurs, il faut leur permettre d'être et d'aller de l'avant, et donc il faut sécuriser le niveau et la qualité de la production agricole dans notre pays. Et à partir de cela, éviter de légiférer à tort ou à raison, de façon parfois contradictoire, de façon hésitante parfois avec des va-et-vient, ce qui rend le tout illisible et qui fait qu'à un moment donné, ils ne savent plus où ils en sont, que la nation ne sait plus où elle va, et que globalement la filière agroalimentaire baisse en puissance, baisse en capacité au fil du temps. Le premier message, à mon avis, il est celui-là. Le deuxième message, je l'ai dit, je crois que j'ai commencé l'intervention tout à l'heure, assumer une politique très forte de la nation sur cette filière économique que représente l'agriculture. Dès lors qu'on veut lutter contre l'artificialisation des terres, parce que dès lors qu'on considère que les agriculteurs sont des acteurs de la transition écologique, dès lors qu'on considère plein de choses, et bon, on prend des décisions politiques qui vont de pair. Ou alors on subit, ou alors on considère que l'agriculture est une variable d'ajustement, où on considère que l'agriculture doit être regardée au second plan, et on aboutit effectivement, à mon avis, à un certain nombre de reculs ou d'errements qui font qu'effectivement, au fil du temps, on n'a pas protégé l'agriculture. Alors comme c'est la dernière question et qu'il me reste 20 secondes, moi je voudrais en profiter quand même pour rappeler le travail d'un parlementaire en général. Un parlementaire, certes, il est là pour coller à l'action du gouvernement parce qu'il
il est là pour voter ou pas voter les textes qui lui sont proposés, mais il est aussi là pour proposer. Et moi, pendant 5 ans, j'ai cherché à déposer énormément de propositions de loi ou à co-signer des propositions de loi avec des collègues, parfois de groupes différents, pour renforcer la compétitivité, pour lutter contre l'artificialisation. Je pense qu'il est là, le travail d'un parlementaire, parce que ça provoque le débat, parce que ça oblige le gouvernement à réagir, parce que ça fait tomber des dogmes et ça fait bouger le logiciel de l'État. Moi, je considère qu'il est là, une des capacités d'un parlementaire à répondre à cette 5e question très large, très vaste, mais très fondamentale, c'est cette volonté de ne jamais rien laisser passer et d'utiliser au maximum tous les outils à disposition d'un député de la Nation, et en particulier d'un député des Vosges engagé sur ces questions agricoles. Merci. David Balland. Je crois qu'on est vraiment pour l'agriculture à la croisée des chemins et que ce qu'on a à imaginer finalement c'est un temps d'orientation et de réflexion sur l'avenir de l'agriculture qui est comparable à ce qui a pu être accompli dans les années 60 à l'époque d'Edgar Pisani. Et que cette loi d'orientation et d'avenir de l'agriculture qu'on doit construire ensemble et pas en chambre, elle devra agir au moins sur 3 leviers, se concentrer sur 3 dimensions. D'abord le métier d'agriculteur, dans toutes les dimensions qu'on a évoquées précédemment. La deuxième dimension, c'est bien sûr la question des transitions. Et encore une fois, à cet égard, il ne faut pas considérer qu'elles sont un risque, elles le sont pour partie. Mais elles sont aussi un facteur de transformation positive de l'agriculture, y compris de revenus pour nos agriculteurs. On en a parlé tout à l'heure à travers la valorisation de la captation carbone. Et puis la troisième dimension, c'est celle de notre pays, c'est-à-dire ne pas cultiver l'image d'une agriculture et d'une France qui serait comme le Japon entre le XVIIe siècle et l'ère Meiji, c'est-à-dire fermée au monde extérieur, parce que ça, c'est un leurre. Et ça conduirait beaucoup d'exploitations agricoles à la catastrophe économique, mais se dire qu'on assume que l'agriculture est aussi un sujet de puissance dans la manière dont on la pense et dont on agit. Alors maintenant, sur le métier, dans cette loi d'orientation et d'avenir de l'agriculture, il faudra il faudra adapter le métier et les réglementations à ce qu'on voit aujourd'hui, poser la question du conjoint collaborateur, on en parlait tout à l'heure et c'est un des sujets, poser la question de l'évolution aussi de l'installation, on a de moins en moins d'agriculteurs qui s'installent dans des GAEC, mais de plus en plus qui veulent le faire en individuel, on doit adapter la manière dont on les accompagne à cette évolution. Et je terminerai en disant que le métier d'agriculteur est un métier de passion et que ça doit être reconnu dans l'image qu'on se fait de l'agriculture. Il faut aussi reconnaître que lors du quinquennat qui s'est achevé, il y a eu des avancées réelles sur les retraites agricoles, il y a eu des avancées réelles sur la prise en compte des calamités liées au climat, et y compris la loi Egalim n'est pas à jeter aux orties, mais à appliquer peut-être de façon différenciée. Donc ces avancées, elles étaient réelles, mais notamment avec Julien de Normandie, mais aujourd'hui, le défi auquel on est confronté est beaucoup plus vaste et il doit nous permettre de trouver des solutions pour éviter que se passe ce qu'on est en train de voir dans certaines vallées. Moi, je parle par exemple de la vallée de la Plaine, la vallée de Selle, comme on dit en Déodacie, une vallée où il n'y a plus d'exploitants agricoles aujourd'hui, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Eh bien, le défi auquel on est confronté, c'est d'essayer de penser l'avenir de l'agriculture au cours du quinquennat qui vient, pour qu'on ne se retrouve pas dans une multiplication de ce type de situation à la faveur de la cession de la moitié des entreprises agricoles dans les 10 ans qui viennent. Merci. Sébastien Imbert. Oui, alors donc, une des attentes qui progresse chez nos concitoyens, c'est de pouvoir manger bio et local. On l'a vu dernièrement. Cependant, on sait que l'agriculture biologique traverse aujourd'hui une crise profonde liée à des problèmes de structuration et de débouchés, aux marges excessives aussi pratiquées par la grande distribution et à la concurrence déloyale d'importations issues de pays à très faible coût de main-d'œuvre qui ne respectent pas toujours les normes françaises. Je pense que pour maintenir cette production, il faut assurer la succession des fermes en agriculture biologique qui sont touchées, comme les autres filières, par les départs en retraite dont on parlait. Il faut bien sûr achever la structuration de la filière et puis il faut que l'État mette en place aussi un plan de soutien à l'agriculture biologique. Et il faut aussi que l'accès au bio dans les cantines
dans les cantines scolaires soit réservé aux produits français. Ça, je pense que c'est important. Je pense que tout le monde sera d'accord avec cette proposition. Sur l'artificialisation des sols, parce que c'est aussi en objet dans la question, je pense qu'effectivement, il faut favoriser en priorité l'utilisation des friches commerciales, des friches industrielles, avant de continuer à grignoter des terres agricoles dans des projets d'urbanisation. Je pense qu'il faut aussi stopper les projets de parcs photovoltaïques au sol ou de développement d'éoliennes. On est particulièrement touché, nous, sur la plaine des Vosges, par le développement d'éoliennes. Il faut savoir que sur une éolienne, c'est 1500 tonnes de béton armé par pied d'éolienne, donc on artificialise les sols, c'est mauvais pour la biodiversité, et finalement, le paysage, et c'est vrai qu'on commence déjà à voir une forme de saturation dans la plaine des Vosges, donc il faudra évidemment stopper ce développement en urgence. J'ai encore quelques secondes ou... Il y a eu 30 secondes de déplacement, on va l'accorder aussi. Et en imposant des prix trop bas et qui finalement peuvent nuire aussi à la santé des populations. Donc je pense que ce laxisme doit être systématiquement combattu, notamment auprès des autorités européennes. Merci. Gaëtan Bussauté. Alors on en a parlé, hein, c'est vrai que pour soulager le métier d'agriculteur et recréer de la vocation, on en a beaucoup parlé, j'ai eu l'occasion de faire quelques mots. Il faut évidemment mettre un terme et combattre aussi bien à l'agribashing d'en bas, donc à tous ces petits excités qui prennent leur idéologie de façon militante et en viennent à commettre parfois un certain nombre de délits très graves, et aussi à l'agribashing d'en haut, on en a longuement parlé. Je pense évidemment à la question des traités de libre-échange, notamment qui sont décidés par des commissaires européens non élus. Mais si vous voulez, je pense que vraiment, autour de l'agriculture, c'est une question de méthode. C'est une question de comment on fait de la politique et quelle société on veut à l'avenir. Bon, moi je fais de la politique, je suis un responsable politique, donc je vous parle un peu de politique. Vous êtes des agriculteurs, vous êtes des passionnés de ce domaine-là, et donc c'est vous qui venez vous apporter votre expertise. Ce n'est pas moi, en tant que responsable politique, qui vais vous dire quoi faire. Parce que de fait, ce n'est pas ma profession, ce n'est pas mon quotidien, et donc j'en connais évidemment mais des années-lumière de moins que vous. Et c'est là-dessus où il faut qu'on ait donc une nouvelle méthode de manière de faire de la politique, et notamment en valorisant l'échange, la discussion, la concertation, mais aussi la participation, en fait, active et même directe. Je vous disais, je suis un responsable politique, je suis obligé de vous faire un peu de politique. C'est vrai qu'il y a une manière très verticale de faire de la politique en France qui, à mon avis, ne correspond plus aux attentes, notamment de la nouvelle société qui vient. Je pense qu'avoir comme ça des consignes qui viennent directement de l'Assemblée nationale, qui ne sont pas concertées avec le territoire, ne correspond pas. Et il est vrai que face aux enjeux qu'on a parlé de la souveraineté alimentaire, on a parlé des questions environnementales, du réchauffement climatique, etc., il est sûr qu'il y a une expertise agricole dont seuls les agriculteurs sont en réalité capables, et j'aurais beaucoup plus confiance dans un agriculteur qui travaille dans Saint-Ferme que dans un technocrate qui sort tout droit de Sciences Po ou Glénat. Et bien évidemment, j'aurais très confiance de le mettre autour de la table pour qu'il puisse venir nous dire « Moi, je sais ce qu'il se passe quand je prends telle ou telle décision dans mon exploitation » et de faire contribuer à ça. Alors, comme je vous le disais, c'était ma première intervention, tout ne se résout pas en un claquement de doigts, c'est un travail de long terme, mais je pense que si déjà on arrive à avoir des députés ou des responsables politiques qui ont une autre vision de la société qui vient, qui ont une autre vision de la manière et de la méthode à mettre en place par de la politique, on pourra peut-être amener notre France et l'agriculture dans une bonne direction. Merci. Pierre-François. Oui, donc c'est vrai que sur le sujet des normes, il y a un hyper-contrôle, il y a une augmentation des normes, donc c'est un peu ce que j'avais dit précédemment, et je pense que voilà, sans ces normes, sans cette technostructure, je pense que de toute façon l'agriculture se serait modernisée. Je pense qu'on ne pourra pas croire qu'on serait encore au cheval s'il n'y avait pas eu l'Europe, on aurait quand même développé, on aurait laissé les agriculteurs faire et ce serait modernisé très bien. Je pense qu'il faut mieux accompagner, du coup pour rebondir un peu sur ce que dit Gaëtan, effectivement il y a une manière de fonctionner, une manière de gouverner trop verticale. C'est bien aussi que ça revienne un petit peu des gens qui connaissent leur métier
les idées sont généralement très bonnes et en fait elles ne sont pas appliquées parce qu'il y a trop de contraintes au niveau supranational, il y a trop d'handicaps en fait, qui sont maintenus par, je le redis, des technostructures, des technocrates qui savent mieux que tout le monde. On le voit dans toutes les collectivités aussi, des ingénieurs qui viennent expliquer comment gérer l'eau alors que le maire savait très bien comment le faire sans ces rapports d'études et toute cette ingénierie. Donc voilà, au niveau, ça serait un fonctionnement à mettre en place. En tout cas, moi, si j'étais élu, c'est comme ça que je fonctionnerais. J'essaierais d'être un porte-parole et de passer du temps pour bien comprendre vos enjeux, bien comprendre vos préoccupations, bien comprendre ce qui a marché, parce qu'il y a des choses qui marchent tout de même. Voilà, faire un bilan à ce niveau-là. Ensuite, sur voilà, les défis de la transition un peu écologique, c'est vrai, bon, Sébastien en a parlé, sur les éoliennes. Comment voulez-vous conserver des terres agricoles avec des éoliennes qui font couler 1500 tonnes de béton et qui flinguent les sols à long terme, pour le coup. Donc on ne pourra pas revenir, ça va être un drame écologique à venir pour une production, une production minime. En tout cas, on considère que c'est une escroquerie, en tout cas, les éoliennes. Donc voilà, l'urbanisme accéléré pose également un souci. Il faut évidemment voilà, plutôt utiliser les friches, déjà les espaces qui sont utilisés à mauvais escient, et faire attention aussi aux biocarburants qui vont être en contradiction, en concurrence avec la nourriture pour les hommes. C'était quand même vachement bien le pétrole parce que c'était sous terre. Donc là, le problème, c'est qu'on sera en concurrence aujourd'hui. Si on veut une transition, donc il faudra œuvrer. Donc c'est, comme dit aussi Gaëtan, ça sera à long terme qu'on trouvera les solutions. Enfin, il faut penser les solutions aujourd'hui pour qu'elles soient viables à long terme. Voilà. Merci. Christophe Najlen. Merci beaucoup. Alors pour cette dernière question, 6 points à essayer de développer rapidement. J'ai toujours parti du principe que l'intelligence, elle était locale. Et notre pays est fait aussi de disparités, et donc il faut prendre en compte les spécificités locales plutôt que d'imposer des lois qui soient nationales ou européennes et qui s'imposent de la même manière à tout le monde. Donc prendre en compte les spécificités locales. Derrière, pas de suppression, que ce soit de produits, que ce soit de moyens, sans une solution pour compenser. Parce qu'à un moment donné, ça tirerait une balle dans le pied de nos agriculteurs. Donc demain, qu'on veuille dire, bah, tiens, il faut s'orienter vers différents types de méthodes, pourquoi pas, pour en discuter, mais cela ne peut être imposé s'il n'y a pas une solution qui est travaillée. Simplifier et élaguer les normes qui sont non indispensables, pour moi c'est une évidence, qu'il y ait des normes, qu'il y ait des lois, certes, il ne faut pas qu'il y en ait trop, et il faut surtout se focaliser sur celles qui sont indispensables. Concernant l'artificialisation des sols, éviter d'être dogmatique et laisser les territoires s'organiser. Et dès lors qu'il y a une artificialisation des sols, et qui porte préjudice à l'agriculteur, qu'il y ait en face une compensation. On ne peut pas demander une artificialisation des sols, derrière qui viennent réduire la possibilité d'exploitation de l'agriculteur sans qu'il y ait une compensation en face. Et en fin de compte, en conclusion, c'est simplement faire confiance aux paysans. Notre agriculture, c'est un atout pour notre environnement, c'est pas un boulet. Il faut arrêter de vouloir opposer l'un et l'autre, tout comme il faut arrêter de vouloir opposer bio ou local. Toutes nos agricultures, elles produisent des produits de qualité. Donc, et pour juste rebondir sur ce qui a été dit avant, ce rôle de porte-parole, ça fait 5 ans que j'assume, ça fait 5 ans que je travaille au quotidien avec les agriculteurs, non seulement de la circonscription, mais avec l'agence de l'agriculture et avec les syndicats, et c'est ce que nous continuerons à faire pendant les 5 ans à venir. Merci. Jean-Jacques Coutier. Merci. Alors, je crois qu'on peut rassurer tout le monde. Il n'y a pas, en ce qui nous concerne, de décision verticale. Quand je regarde sur 5 ans le nombre de réunions qu'on a pu avoir ici, à la ferme, sur les entreprises, sur tous les salons, on voit bien qu'on est quand même à l'écoute et notamment sur tout ce qui est volonté éventuellement d'amender la loi. Et ça se fait toujours en prenant votre avis et en concertation avec vous. Autre point, je pense que personne n'a le monopole
de la défense nationale, de la défense de l'agriculture, y compris d'ailleurs de la défense de l'assurance récolte. M. Imbert, qui a été voté à une très large majorité, et si tout le monde n'était pas d'ailleurs à Paris, tous les groupes ont voté à une très large majorité. Il y en avait qui étaient même ici, à Épinal, avec bon nombre de personnes, pour justement discuter des objectifs de l'assurance récolte. Et j'en faisais partie. Alors, la conclusion, je crois que toute la difficulté, c'est de concilier l'économique et l'environnemental. C'est pas facile, parce que des fois, on fixe des objectifs environnementaux sans demander l'avis aux agriculteurs, qui sont tout simplement pas tenables. Quand on veut mettre en avant des interdictions, et ça a fait débat ces dernières années, qui dit interdiction, à mon avis, il y a deux conditions. Il faut des délais et il faut des alternatives. Et parfois, il n'y a ni délai ni alternative, donc on tombe dans la démagogie. Il faut ça, il y a ça, et on interdit brutalement tel ou tel type de produit. Alors, de la part de personnes qui mettent en avant la souveraineté alimentaire, on pourrait parler, par exemple, de la souveraineté alimentaire en matière de sucre. Ce qui a été proposé là, on interdit brutalement, on en a eu, en accord avec l'Union européenne, possibilité de déroger de façon limitée dans le temps, ça se termine en 2023, limitée dans l'espace, l'utilisation de certains produits, tout simplement pour éviter que nos betteraves sucrières se cassent la gueule et qu'on importe du sucre alimentaire. Donc attention à la démagogie. Donc un point, parce que j'ai plus beaucoup de temps, évidemment les moyens financiers, je n'y reviens pas, m'a donné quelques éléments de travail, mais au-delà des moyens financiers, moi je voudrais insister en conclusion sur les facteurs humains. Ce qui m'interpelle, c'est les suicides, à peu près 600 suicides par an, c'est le revenu moyen des agriculteurs, c'est les faibles pensions. Donc il faut s'adresser aux hommes et aux femmes. On parle tout le temps du bien-être animal, c'est bien, il faut s'en préoccuper. Préoccupons-nous aussi du bien-être des hommes et des femmes qui nourrissent la population et qui font vivre nos exploitations. Merci. Le temps des questions, on va dire prévu, les questions préparées est terminé. Moi, je voulais juste très rapidement, vous faire un petit, je dis pas, alors ce serait très prétentieux de dire une remise à niveau, mais comme ça a été dit, nous avons une expérience effectivement de l'agriculture et de la façon dont nous la voyons, dont nous la concevons. Nous avons l'expérience parce que tout simplement, tous les jours, au-delà des responsables syndicaux, la seule légitimité pour nous d'être ici, les jeunes agriculteurs et nous, c'est que nous sommes des paysans sur nos exploitations. Donc il y a effectivement des sujets sur lesquels, alors que nous ayons raison ou pas, en tout cas c'est ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons effectivement, ça a été évoqué sur la dernière prise de parole, ça a été de dire, aujourd'hui, nous avons un décalage, clairement, entre ce dont on nous rabat les oreilles en permanence, ce que nous avons pris conscience depuis bien longtemps, le bien-être animal. Si on parle juste du bien-être animal, prenez les animaux, il y a ne serait-ce que 20 ans, cette même agriculture qu'on nous vante en permanence. C'était mieux avant. Moi, je me rappelle dans l'exploitation de mes parents, où les vaches passaient tout l'hiver attachées avec la queue en l'air pour pas mettre de coup de queue à celui qui allait traire les vaches. Et ça, c'est un constat. C'était la vraie vie. Et ça, c'était la vie d'une vache, minimum 4 mois dans l'année. Aujourd'hui, elles sont effectivement dans des bâtiments, pour la plupart qui sont des bâtiments où elles peuvent marcher, où elles peuvent se déplacer. Alors après, il y a aussi une exception, souvent dans l'agriculture de montagne, qui n'a pas la possibilité, effectivement, de construire des bâtiments, puisque ces bâtiments-là, disons-le quand même, sont plus grands, nécessitent des coûts et des investissements supérieurs. Aussi, tout est quelque part, tout est transversal. Et on voit que ces animaux-là, aujourd'hui, vivent mieux. Donc le bien-être animal, on n'a pas entendu nous dire, il faut faire ceci, ou cela, pour que les animaux soient mieux. Mettons aussi en corrélation avec tous ces problèmes-là, la capacité du consommateur à payer son prix à la juste valeur. On parle d'agriculture biologique, et c'est très bien, nous sommes, et je tiens aussi à préciser que la FDSEA a dans ses rangs une section biologique, et la FDSEA a plus d'agriculteurs cotisant à la FDSEA qu'à la Fédération nationale des agriculteurs biologiques. Il faut aussi le dire, nous sommes aussi représentants de toutes les formes d'agriculture et de tous les agriculteurs. Mais si en face, nous avons juste une volonté politique qui dit « développons l'agriculture biologique », si elle n'est pas en corrélation avec un marché, ça ne tient pas, parce que nous sommes encore dans une économie de marché, et je pense que ce n'est pas prêt de se retourner. Quand on déséquilibre l'offre, malheureusement, on voit où on va. On le voit sur la plaine avec un certain nombre de producteurs qui livraient du lait à la coopérative de l'Ermitage, et qui se retrouvent aujourd'hui à être encore obligés de produire du lait biologique. Il y a un agriculteur qui est là présent, livrer du lait biologique parce qu'ils sont engagés dans cette démarche-là, et qui finalement voient leurs produits passer au niveau de la paye de lait en agriculture conventionnelle, parce qu'en face, malheureusement, le consommateur n'est pas au rendez-vous.
Alors il n'est pas au rendez-vous pour plein de raisons, et c'est pas à nous d'en juger. Il y a effectivement un contexte inflationniste qui fait que, eh bien, quand on dit on achète bio, eh bien ça coûte forcément plus cher. Comme le dit la présidente de la FNSEA, et des jeunes agriculteurs aussi, quand on dit plus vert, plus vert c'est souvent plus cher. Parce qu'il y a des normes qui sont différentes, parce qu'il faut aussi plus de main d'œuvre. Et je trouve le raccourci, il y avait un raccourci qui était l'autre jour dans Le Monde, qui disait qu'ils avaient trouvé la solution à la consommation de produits phytosanitaires. Et quand je parle de produits phytosanitaires, je le dis parce que je ne veux pas employer le terme de pesticide. Parce qu'employer le terme de pesticide, c'est tellement raccourci, et quand on parle de pesticide, c'est quelque chose qui tue la peste. Donc ça, on met ça de côté, on arrête les bêtises, on parle de produits phytosanitaires ou de produits de défense de santé végétale. Appelons les choses comme elles doivent l'être. Mais la solution de monde, c'est-à-dire il suffit de remettre dans les champs 1 million de personnes. Quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'on a dans le milieu agricole et ailleurs, mais surtout dans le milieu agricole, pour recruter du personnel, alors que la binette, c'est fini. On met des salariés sur des tracteurs qui sont climatisés en général, on a encore plein de choses qui sont... Enfin, le métier d'agriculteur est tellement évolutif. Chaque jour, on fait un métier qui est différent. Et pour autant, on a du mal à recruter. Donc ce retour, quelque part, à l'ancien temps, il est difficile. Il est difficile à entendre pour les paysans que nous sommes. Et pour autant, nous sommes les premiers, et je le dis et je le redis, à être engagés dans des transitions, parce que nous savons très bien que l'avenir de l'agriculture, mais pas que l'avenir de la société, passera aussi par ces transitions-là. Mais on ne peut pas faire porter à une profession uniquement tous ces enjeux-là. C'est trop difficile à porter pour nous, parce que nous n'avons pas la capacité à les supporter, parce que nous n'avons pas non plus la capacité à répondre à tous ces défis. Et quand on a l'impression aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, toutes les maladies du monde viennent de l'alimentation, donc de l'agriculture. Je rappellerai quand même que pour la 5e année consécutive, l'agriculture française a été primée comme étant le modèle le plus durable au monde, selon des critères de jugement qui sont factuels. Et ça n'a pas été fait par les agriculteurs, parce que sinon on aurait pu se gratter le nombril, la FDSEA, les GIA, et dire ouais, on est les meilleurs. Non, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est un magazine économique, anglais, The Economist, et on sait quand même aussi toute la rigueur des Britanniques pour juger les Français. Donc s'ils nous jugent meilleurs, c'est qu'on doit quand même pas être loin d'y être, quoi. Donc soyons vigilants par rapport à tout ça, parce que, je vous dis, les paysans aujourd'hui, ils ont l'impression, effectivement, d'être un peu les mal-aimés de ce territoire. Et pourtant, quand on discute avec nos concitoyens, 85% des Français apprécient leur agriculture. La question qu'il faut leur poser, c'est quelle agriculture ils apprécient. Mais c'est aussi quelles agricultures ils sont capables de défendre. Parce qu'on on parlait par exemple de l'agriculture biologique ou d'autres labels de qualité, des labels rouges par exemple. Et quand on dit, oui, mais moi je consomme bio, 1 fois par semaine, c'est bien, c'est déjà pas mal. Sauf que l'agriculteur qui est engagé en agriculture biologique, par exemple, les 6 autres jours, il fait du bio aussi. Et si on lui dit, bah, moi c'est que le dimanche que je t'en prends, bah, comment on organise nos filières pour que les autres jours, effectivement, cette production trouve aussi des acheteurs. C'est dire que notre agriculture doit aussi être capable de répondre à tous les défis, et à ce défi qui est effectivement alimentaire. Mais il y a aussi un autre défi, et ça c'est un enjeu sur lequel nous nous battons, c'est un enjeu environnemental et aussi un enjeu peut-être de souveraineté énergétique. Nous avons aussi cet enjeu-là. Comment nous le mettons en œuvre? Je ne sais pas, mais ça fait partie des choses que nous mettons en œuvre. Voilà, j'ai synthétisé un peu quelles étaient les attentes et surtout le ressenti du monde agricole. Je vais quand même laisser la parole à la salle parce qu'il y aura certainement quelques questions. Je sais que le timing est serré. Voilà. Donc, s'il y a quelques questions,